Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission tournée ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. J'ai le plaisir d'accueillir Valérie Leroy. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes directrice du Salon de l'Agriculture. On va revenir juste sur un peu les tendances, les chiffres avec vous. À vos côtés, Patrice Moyan. Bonjour Patrice. Bonjour Jean-Paul. Alors, vous êtes éditorialiste pour Ouest France. Vous nous avez accompagnés dans beaucoup d'émissions, avec des politiciens, avec des humoristes, enfin avec plein de personnes. Et juste en face de vous, Valérie, là, lui, c'est l'homme qui vaut 125 millions de dollars. 125 millions de dollars, il va nous expliquer pourquoi. Il est cofondateur d'Insect et il va nous dire un peu ce qu'il va en faire. C'est une très belle levée de fonds qui a eu lieu il y a une dizaine de jours. Antoine, bonjour. Bonjour. Alors Valérie, un peu les tendances de ce salon positives. Oui, très positive. On peut en parler comme ça puisqu'il va fermer ses portes dans quelques heures. L'ambiance a été constructive, elle a été dynamique et positive et elle a pu ces 9 jours ont pu donner lieu à de nombreux échanges de notre point de vue pédagogique de la part du monde de l'agriculture en direction de visiteurs qui étaient particulièrement intéressés. Donc on peut dire que c'était après toute une période, on va dire, d'agribashing ambiant, c'était une parenthèse intéressante et importante pour les acteurs du secteur. Et puis il a démarré ce salon avec le président de la République qui fait 14 heures dans le salon, du jamais vu. Oui, on sait que c'est fatigant, 14 heures. Donc effectivement, il est venu une grosse journée et il a pu rencontrer à cette occasion-là alors, non seulement les interprofessions et les filières qui l'intéressaient, mais en plus de nombreux visiteurs, parce que j'imagine que vous avez vu que des gens, des visiteurs l'ont interpellé, ont discuté avec lui, etc. Donc je pense que c'était un bain de foule long, mais certainement très instructif pour lui. Patrice, une question. Oui, en fait, il a aussi lancé la campagne des européennes en rappelant l'importance de l'agriculture comme enjeu de souveraineté pour la France et pour l'Europe. Oui, il a profité du salon pour faire son discours devant 500 personnes et lancer effectivement la campagne. Et dans la suite de ce discours-là, la perception en a été positive, ce qui a aussi contribué à donner un indicateur positif de la semaine et à la faire démarrer d'une bonne manière en fait. Ça a été un bon démarrage. Alors moi j'ai beaucoup aimé deux choses qui me tiennent à cœur. D'un côté, la partie nouvelle technologie et l'agriculture urbaine. On sent que ça se développe. Oui, on sent que ça se développe. Vous avez raison, c'était des choses qui étaient embryonnaires, on va dire, par exemple sur le 4.0, le secteur 4.0. Il y a 4 ans, on avait, pour vous donner un ordre d'idée, 90 mètres carrés. Là, on est à 500 mètres carrés, donc ça grossit très vite. Et puis, l'agriculture urbaine, pareil, on avait un tout petit pôle qui a grossi. Et on a introduit, de la même manière qu'on avait introduit le 4.0, le digital et l'agriculture urbaine, on a introduit cette année une thématique du biosourcé qu'on a testé, qui a très bien marché, qui est petite encore cette année, mais qu'on va faire grossir l'année prochaine, en 2020. Patrice ? Oui, un climat apaisé. Et ce qui me frappe le plus aussi, c'est qu'on voit bien que l'agriculture qui était un peu sur une position défensive, on voit qu'elle peut repartir de l'avant, c'est-à-dire qu'il y a un vrai potentiel. Là, il y a cette crise des Gilets jaunes, mais on voit qu'elle peut irriguer les territoires, créer des emplois, notamment... C'est une solution, pardon, je vous coupe, mais c'est une solution. Oui. Oui, en fait, c'est l'occasion de montrer que de nombreuses facettes de l'agriculture peuvent s'intégrer dans les territoires. Et effectivement, par exemple, sur le biosourcé, on a 23 000 emplois spécifiques qui, on l'espère, risquent d'être créés dans les années qui viennent. Donc, c'est important, effectivement, de montrer qu'il n'y a pas une seule voie et une seule forme d'agriculture dominante, qu'il y a plein d'initiatives, même locales. Et nous, par exemple, à travers la vache égérie, qui était cette année une petite race du Nord, on a l'ambition de parler des animaux, des hommes, des produits et des territoires, et donc d'aller au fond de justement l'ancrage de l'agriculture partout en France. Valérie, je sais que vous avez une obligation, vous devez nous quitter. Je vous remercie et je vous félicite pour ce salon. Merci beaucoup Jean-Paul. Merci, puis vous pouvez bien sûr y aller. Antoine Hubert, alors 125 millions de dollars, pourquoi les investisseurs vous ont donné tant d'argent ? Parce qu'ils se croient vraiment dans notre positionnement qui est de tout simplement élever des insectes, les transformer pour en faire des produits haut de gamme pour nourrir les animaux
et fertiliser les plantes. C'est vraiment tout simple, et c'est ce qui se passe dans la nature. Et aujourd'hui, il n'y a aucun aliment qui nourrit ces animaux dans le marché qui utilise des insectes, et aucun engrais qui utilise des produits issus d'insectes. Donc on est là pour reconnecter, ramener la naturalité avec beaucoup de technologie derrière. Antoine Hubert, vous avez été formé à l'ENSAR à Rennes, l'école d'agronomie de Rennes. Vous élevez des Ténébrio Molitor, donc ce sont des petits vers de farine. Vos concurrents, eux, ont choisi souvent d'élever des mouches. Ces vers de farine, ils vont servir à quoi et en quoi c'est une vraie révolution en agriculture? C'est une révolution encore une fois naturelle. C'est ce qui se passe dans tous les territoires. Les animaux sauvages mangent des insectes, les plantes dans une prairie, dans une forêt sont fertilisées par des insectes. Et nous, on fait la même chose, mais à grande échelle, en domestiquant cette espèce de molitor, en couplant robotique et digital pour les élever à grande échelle dans des milieux très standardisés, très contrôlés, pour faire des produits haut de gamme. Derrière, c'est deux grands intérêts, des bénéfices santé pour les animaux et les plantes, et des performances nutritionnelles. Ils vont grandir avec moins de ressources. C'est vraiment la logique du développement durable. Le marché, c'est quoi? C'est l'aquaculture? Alors dans les animaux, c'est avant tout les poissons et les chiens et les chats. Les animaux carnivores. En clair, ça veut dire que ça va permettre demain de ne pas vider les océans pour nourrir des élevages de poissons, mais d'avoir une ressource durable. Alors c'est une ressource très durable, mais c'est une ressource complémentaire aux ressources existantes et des ressources qui viennent de la mer, qui sont des ressources extrêmement durables, mais aujourd'hui on n'a pas juste pas assez. Donc nous on arrive avec des ressources supplémentaires pour répondre aux besoins aujourd'hui de l'agriculture, de l'élevage, des poissons, du saumon, la crevette qui augmente très fortement et qui ont besoin de nouveaux ingrédients, notamment justement très haut de gamme, qui permettent de la croissance sans antibiotiques et pour des produits de très bonne qualité pour le consommateur final. Alors vous expliquiez que vous avez fait des essais avec l'école La Salle, notamment avec les coproduits pour faire des composts. Quels sont les résultats? Comme pour les animaux, des super résultats sur les engrais pour les plantes. Avec l'université La Salle Beauvais, on a fertilisé du blé, du maïs, du colza, en comparatif avec de l'engrais chimique, et avec des gains majeurs de 30 à 300% de plus de rendement. Donc on voit que ce n'est pas que les protéines, même nos parties engrais. Donc nutrition, santé, pour les animaux, pour les plantes, un positionnement unique pour le marché aujourd'hui de l'agriculture. Sur le plan économique, quelle est votre ambition à 10 ans? L'ambition est très forte. L'ADN de l'entreprise, c'est de faire de l'impact positif pour l'environnement, l'agriculture durable. Donc on se positionne à grande échelle dans le monde entier. Plus d'1 million de tonnes de production à grande échelle en Europe, Amérique, Asie. Antoine Hubert, le principal risque dans ce type d'élevage, c'est les maladies. Vous avez choisi Ténébrio Molitor parce qu'il est ultra résistant? Exactement, il a une nature très résistante. Il est élevé depuis des décennies pour des appâts de pêche. Il n'a jamais connu un seul problème de santé. Et nous, dans nos élevages, on a des mesures qu'on appelle de prophylaxie qui permettent de tenir compte et de faire en sorte qu'il n'y ait aucun problème sanitaire, pas des contrôles, des capteurs, des données. On est vraiment dans le domaine du big data et de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que vous avez choisi de les élever uniquement dans des fermes verticales, de façon confinée, Très contrôlée, et de ne pas déléguer à d'autres le fait de les élever comme Entomofarm souhaitait le faire. Oui, c'était notre stratégie effectivement pour assurer une traçabilité et une sécurité sanitaire parfaite pour répondre aux enjeux des services vétérinaires et surtout pour le consommateur, lui garantir. C'est un nouveau produit, c'est très innovant, mais c'est en même temps très naturel et avant tout, notre premier enjeu, c'est garantir la sécurité sanitaire de nos produits. Vous venez de lever 125 millions de dollars. Est-ce que ça va vous servir à créer des nouvelles unités de production? Alors le focus principal, c'est d'aller construire notre prochain site à Amiens. Donc on est en phase administrative actuellement pour le construire dans quelques mois. Ça va être vraiment la plus grande unité dans le monde d'insectes. Et c'est aussi pour préparer la suite, donc aller lancer un second projet qui est aujourd'hui pressenti en Amérique du Nord et qui sera confirmé dans les prochains mois, mais où il y a aussi des enjeux de croissance, des relais de croissance très importants pour l'alimentation des saumons par exemple au Canada ou des chiens et des chats aux États-Unis. C'est quoi le prochain verrou qu'il faut lever? C'est les techniques d'édition du génome pour modifier encore Ténébrio Molitor pour qu'il puisse faire d'autres choses? Je ne pense pas qu'on ait besoin d'aller jusque-là. Nous, ce n'est pas notre stratégie. On est à avoir de l'apport de l'ingénierie. Peut-être c'est plus continuer à comprendre la nutrition vraiment de cet insecte et comment toujours améliorer sa croissance simplement en dosant plusieurs produits de plantes et qui fassent qu'ils grandissent en bonne santé rapidement. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a différentes sources de protéines. Le marché des protéines est en train d'exploser. Il y a les protéines végétales, les protéines animales. Il y aura demain des cellules de protéines animales donc cultivées dans des boîtes de pétri ou en culture. Il y a vous. On sait laquelle va gagner? Bon, je pense qu'il y aura que des gagnants.
on est dans un monde où il y a un besoin quantitatif énorme et il y a juste des segments de marché. Il y a pour les animaux carnivores, pour les animaux herbivores, mais pour le consommateur, certains chercheront des attraits plutôt santé, d'autres du prix pas cher, effectivement. Donc on a justement la chance, il est essentiel d'avoir une fourniture très diversifiée d'ingrédients qui vont apporter tous ces positionnements-là pour le consommateur final. Il y avait un problème juridique qui vous a freiné au départ. Est-ce qu'il est levé ? Oui, tout à fait, parce que les insectes n'étaient pas dans les radars de la Commission européenne, des États membres, et il n'y avait pas de ligne vraiment dédiée. On a dû travailler avec eux. En tant qu'aliment pour l'alimentation animale. Exactement, et même pour l'alimentation humaine. Du coup, il y a eu beaucoup de travail. On a créé une association qui s'appelle l'IPIF, que je préside depuis quelques années, à Bruxelles, et qui a permis d'être un inter-ego de la Commission, des autres associations, pour discuter de c'est quoi les insectes et comment on le fait de manière professionnelle, en garantissant la sécurité sanitaire. Et au bout de quelques années, le marché des poissons, l'alimentation des poissons qui n'était pas ouvert, a été ouvert, parce qu'on a garanti justement cette sécurité-là. Il y a un grand enjeu en santé humaine, c'est la question des antibiotiques qui sont utilisés justement dans les élevages aquacoles. Est-ce que le verre que vous donnez à manger aux poissons, est-ce qu'il permet de réduire l'utilisation des antibiotiques ? Aujourd'hui, les résultats qu'on a effectivement sur la crevette ou sur le bar pourraient tendre vers cela. C'est effectivement confirmé avec nos clients. Sachant qu'a priori les antibiotiques sont de moins en moins utilisés et plus en plus de vaccins, mais on est quand même dans une tendance où nous on va porter finalement on va renforcer le système immunitaire des poissons en changeant l'aliment, donc encore une fois par plus de naturalité, donc ça peut aller dans ce sens-là et c'est ce qu'on va travailler avec nos clients. On n'a pas le détail de votre actionnariat aujourd'hui, qui a investi, à quelle hauteur, etc. Mais on ne voit pas des groupes comme Proléa, par exemple, des acteurs de ce secteur qui ont pris des parts importantes. Ils auraient dû vous accompagner beaucoup plus fort. Bah écoutez, aujourd'hui, on a des investisseurs de premier plan qui sont en France comme BPI, la Banque publique d'investissement ou le fonds Idinvest. Ce sont des fonds, effectivement. On a un corporate qui nous a rejoint, un industriel du sucre, Finasucre, qui a toujours travaillé dans les ingrédients de haute nutritionnels, comme Naturex dans le passé, des fonds en Hong Kong, des fonds en Angleterre. Donc on a un bon mélange entre des fonds plutôt dédiés à l'alimentation, à la technologie et puis à l'impact. Et des familles, des grands groupes et des fonds. Et demain, peut-être effectivement d'autres grands fonds, d'autres entreprises françaises pourront nous rejoindre, nous accompagner dans notre croissance internationale. Qui va vous acheter ? Je ne sais pas. Nous avons une vocation à travailler toujours indépendant dans la suite, avec peut-être une idée d'entrée dans bourse dans le futur, mais on a tout à créer, effectivement, tout à inventer. Une toute dernière question, Patrice. Oui, finalement, les solutions que vous développez, c'est permettre de produire plus avec moins de ressources, c'est ça ? Exactement. C'est toute la logique, c'est comme ça qu'on a créé la société avec mes associés. Il y a cette logique d'alimentation durable et vraiment faire plus avec moins. Toujours plus d'animaux, de plantes, mais avec moins de ressources parce qu'on a une meilleure conversion et peut-être aussi moins d'antibiotiques. Donc c'est vraiment cet enjeu. Bon, voilà, cette émission est terminée. En tout cas, félicitations. Merci. 125 millions de dollars, il va falloir les dépenser à bon escient. Et je vous souhaite bien sûr un très bel avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. C'est la dernière émission des 9 jours que nous avons passés au salon. Alors je tenais bien sûr à remercier toutes les équipes techniques qui nous ont suivis, en particulier Adrien, en particulier Raymond, en particulier Hugo qui était présent aussi. On peut les applaudir. Sans oublier Yamina, chef de plateau, Julie à la caméra à nouveau, et puis bien sûr toute l'équipe de l'ESJ qui sont particulièrement en forme, on peut se lever, et tous les médias. Ils ont la pêche, ils ont la pêche. C'est pour ça qu'on les aime bien, c'est pour ça qu'on les prend chaque année d'ailleurs. Sans oublier Julie, bien entendu, tous les médias partenaires avec Ouest France au premier plan. Il y avait Wikiagri, Référence Environnement, il y avait différents médias donc bien sûr qui nous ont accompagnés toute la semaine, la JJH aussi, Ruestica, et puis il y avait aussi les maquilleuses qui nous ont rendu beaux, il faut le dire, on peut le dire, durant toute cette semaine, et puis bien sûr, il y avait vous, le public, qui nous avez suivis tout au long de cette semaine, et je tenais vraiment à vous remercier. Alors à présent, on va boire une coupe de champagne à votre santé. Merci à vous et à très bientôt.